très bien et toi? Écoute, ça va plutôt bien. T'es tout bronzé là, que t'es en vacances. Oui, je suis actuellement en Grèce, près de Porto Élie. C'est une petite ville balnéaire, enfin un petit village balnéaire. C'est la première fois de ma vie que je vais en Grèce. J'adore ce pays. C'est marrant ce que j'ai fait. Du coup, on est descendu à plusieurs pour déposer une voiture en Grèce. Et sur la route, je me suis arrêté à Florence. Puis on a pris un bateau. Donc, voilà, un truc long. Et Ok, c'est ouais. pour la première fois depuis longtemps, j'ai été coincé sur un bateau et dans une voiture, avec le seul objectif, c'est d'aller d'un point A à un point B, et rien d'autre entre les deux, tu vois. Et ça change beaucoup de mes journées ces derniers mois, qui sont euh, attirées dans tous les sens, quoi. Donc, ça m'a fait du bien. Et je te recommande de prendre le bateau si tu veux, si tu veux en fait être coincé et ne pas pouvoir Ah checker bah, Internet et rien du tout quand, d'autre. quand, quand j'étais quand on était à Bali avec ma copine, on a eu un problème quand on a pris un bateau, on a été coincé plusieurs heures dans un bateau parce que il y avait du fil, il y avait des tempêtes sur la mer. Et du coup, on était dans des couchettes, ça puait, il y avait des moustiques de partout et on est resté des heures et des heures et des heures dans un bateau. C'était horrible, en pleine nuit, c'était horrible. Mais c'était pas une très bonne expérience, quoi, perso. Moi, c'est quand même positif dans l'ensemble. Ça avait l'air plus clean du coup. Ok, bon. Écoute, aujourd'hui, moi, j'ai deux sujets sur lesquels j'aimerais te parler. Mais le premier ça va être drôle. En tout cas, c'est le genre de truc que moi j'aime bien. Je pense que toi aussi, c'est les secrets d'industrie. Alors, dans le sujet secret d'industrie, où est-ce que j'ai trouvé ça? J'ai trouvé ça sur Twitter. C'est un mec qui a interviewé des gens qui bossent dans différentes industries. Et donc, ces gens qui bossent dans les différentes industries lui ont donné des trucs, des secrets d'industrie que tu peux connaître que quand tu es dans l'industrie en question. Toujours, grand point de danger. Euh, je ne sais pas ce qui est vrai, je ne sais pas ce qui est faux. Il y a des trucs, je sais que c'est vrai, il y a d'autres trucs, c'est peut-être des on-dit. En tout cas, selon lui, c'est validé. Et selon son tweet, plein de gens ont répondu, des gens qui bossaient dans les industries en question. Oui, c'est vrai, machin, truc. Donc, mais quand même, grand point d'interrogation et de danger. Mais c'est juste drôle à savoir. Je te donne un exemple pour pouvoir être au top best-seller dans le New York Times, donc dans les bouquins best-seller dans le top de New York Times, il suffit de dépenser 200 000 dollars et d'acheter tes propres livres. Donc, si tu mets 200 000 dollars de budget marketing pour acheter tes propres livres, tu es d'office dans les top best-sellers de New York Times. Sachant qu'avoir un tampon top best-seller de New York Times, c'est un gros, ça vouche beaucoup, très très fort ton livre et ça te permet de faire beaucoup plus de ventes et créer une vraie brand autour de toi et ton bouquin. Donc, ça coûte que 200 000 dollars d'atteindre le top best-seller du New York Times. Autre petit secret d'industrie, dans les casinos, ils ajoutent 1% d'oxygène dans l'air, en plus que l'oxygène ambiant existant en temps normal, pour te donner, en fait, l'oxygène supplémentaire te donne un sentiment d'euphorie et d'énergie. Tu as l'impression d'être plus alerte, et en fait, ça te fait rester plus longtemps, et ça te fait dépenser plus d'argent dans le casino. Tous les produits vendus en bijouterie ont des prix minimum et maximum. Et donc, en fait, tous les produits en bijouterie sont négociables. Il y a des magasins sur lesquels tu ne peux pas négocier parce que les prix sont fixés comme ils le sont. Dans les bijouteries, apparemment, c'est très commun d'avoir des prix minimum et des prix maximum et tout se négocie dans une bijouterie. Et c'est même très commun pour les gens qui achètent régulièrement en bijouterie de négocier dans une bijouterie. Euh, une autre qui est assez drôle, je ne sais pas si c'est vrai, et je ne sais pas si c'est adapté à l'Europe ou pas. En tout cas, une bouteille de plasma, donc le plasma que tu as dans ton corps, ça coûte 1000 dollars sur le marché. Sachant que si tu vas dans un hôpital ou à la Croix-Rouge, on te rémunère pour donner ton plasma à hauteur de 25 dollars. Ça, c'est aux États-Unis. Je dis bien aux États-Unis, je ne sais pas comment ça se passe en Europe. Et la Croix-Rouge revend des bouteilles à 1000 dollars à des boîtes de cosmétiques. C'est une des façons pour la Croix-Rouge de se faire de l'argent. Tu vois les marges, c'est quand même assez intéressant. Et dernière petit secret d'industrie, aucun produit de skincare au monde coûte plus de 2 dollars à la production. C'est la même chose pour les parfums. Et ce qui coûte le plus cher dans les parfums, c'est la bouteille et pas le produit qu'il y a à l'intérieur. Des petits secrets d'industrie comme ça, j'adore. Il y en a encore plein. Et il y a des trucs,
il y a des trucs. Moi, dans mes expériences passées, j'avais découvert des petits secrets d'industrie. Par exemple, moi, j'avais travaillé dans un hôtel 5 étoiles. Et dans la cuisine de l'hôtel 5 étoiles, en fait, les produits, ce n'étaient pas des produits frais, c'était des produits congelés. Et du coup, j'avais demandé au boss de l'hôtel d'essayer de m'expliquer. Il m'avait expliqué qu'en fait, dans les fournisseurs de produits de restaurants, tu as des fournisseurs qui ont des produits congelés, mais de toutes les gammes. Tu as la gamme la plus cheap et la gamme la plus expensive. Et que c'était très commun. La majorité des hôtels, en tout cas en Belgique 5 étoiles, sauf si c'était des hôtels avec des chefs de renom, ce qui est en fait très rare dans les hôtels. Ils avaient tous le même fournisseur qui était un fournisseur de restaurants 5 étoiles qui fournissait des produits congelés. Il y a des petits trucs comme ça assez drôles. Est-ce que toi, tu connais des secrets d'industrie et que tu voudrais les partager? Des trucs que tu sais que les gens dans l'industrie en question sont censés savoir, ou en tout cas ont expérimenté? Ouais, non, là, j'ai rien qui me vient en tête. J'avais envie de te faire une feinte. Si je te l'ai dit, je vais être obligé de te tuer après. Mais étant donné qu'on sera écouté par des dizaines de personnes, il va falloir que. Non, non, j'ai pas de secret d'industrie comme ça qui me vient en tête, mais c'est super marrant. Pour le parfum, je ne savais pas du tout. Pas du tout. Ce qui coûte le plus cher dans les parfums, c'est la bouteille et la mécanique du parfum. C'est le petit truc. Moi, je ne savais pas pour le plasma. Je ne sais pas si c'est vrai en Europe. Si vous le savez, dites-le dans les commentaires. Et pour le casino, ça, je savais. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de fenêtre dans les casinos pour pas que tu aies la notion du temps. Tu ne verras jamais une fenêtre dans un casino. C'est drôle. C'est drôle. Il y a des trucs comme ça. Toi, t'es un adepte des casinos, et non? Un petit peu. Ça va, j'aime ça. J'aime l'euphorie et le risque, donc c'est drôle. Donc, tu es un accro à l'oxygène aussi, comme tout le monde. Je suis un accro à l'oxygène, ouais. Ouais. Bon. Donc voilà, secret d'industrie, si vous en connaissez, n'hésitez pas à nous les partager, c'est des trucs qu'on kiffe. Enfin, moi, perso, je kiffe ça, je connais ces petits trucs. Et il y a toujours une frontière entre le réel, le mythe et l'exagération du réel aussi. Des fois, on exagère un peu le truc, mais c'est intéressant. Est-ce que toi, tu veux me parler d'une boîte ou d'un truc que tu as découvert? Et après, moi, si tu veux, je te parlerai d'autre chose. C'est un sujet un peu long. Enfin, pas long, mais où il y a des détails et je pense qu'on pourra parler pas mal de sujets là. Mais est-ce que toi, tu as un truc à me proposer? Ouais. Alors, je t'en ai déjà parlé en privé, donc ça va peut-être un peu être une redite pour toi d'une certaine façon. Mais c'est super intéressant. Je vais te parler de Hot New Crypto. Okay. Donc, Hot New Crypto, qu'est-ce que c'est? C'est un leaderboard qui, en fait, classe les cryptos qui sortent qui sortent en fait et qui sont disponibles pour tout le monde. Typiquement, en fait, comment ça se passe aujourd'hui quand on a un projet en crypto qu'on veut le lancer? Eh ben, la première étape que la plupart des fondateurs font, c'est qu'ils vont créer un compte sur Twitter parce que c'est sur Twitter qu'il y a toute l'audience crypto addict, crypto Twitter en fait. Et du coup, l'étape de créer un compte, finalement, un compte sur Twitter, c'est un truc qui est fait relativement vite par les par les gens qui font des projets en crypto. Donc, typiquement, on pourrait imaginer que d'abord, on peut développer le produit ou faire une landing page ou simplement lancer un Discord ou faire des pubs. Dans d'autres secteurs, c'est un petit peu ça qu'on fait en premier. Avant de créer un compte sur Twitter, et ben là, en fait, le compte Twitter, c'est un des premiers signaux les plus intéressants pour repérer un projet avant tout le monde. Pourquoi est-ce que les gens veulent repérer un projet avant tout le monde? Parce que quand tu repères un projet avant tout le monde, ben en général, tu peux rentrer, acheter des tokens à un prix qui est la plupart du temps beaucoup, beaucoup plus faible que lorsqu'il sera listé sur Uniswap ou lorsqu'il sera listé sur CoinGecko ou sur Binance, etc. Donc, en fait, le grand jeu des cryptos, des investisseurs en crypto, c'est de découvrir des projets qui sont vraiment cool et de les découvrir le plus tôt possible. Et ben en fait, Hot New Crypto, c'est ce qu'ils font. Ils ont tout un mécanisme mis en place pour découvrir des projets avant tout le monde. Ils les affichent sur un leaderboard et ensuite leur audience, leur communauté à eux, peut upvoter, downvoter des projets. Et il y a tout un mécanisme aussi de vérification. Est-ce que le projet paraît sérieux? Est-ce que le projet paraît pas sérieux? Qui sont les fondateurs du projet, etc. Donc ça, c'est des trucs qui sont... en fait, c'est des points de données qui sont rassemblés sur Hot New Crypto. Alors, pourquoi est-ce que j'ai envie de te parler de ce projet-là? C'est pas forcément
pour l'idée de se dire on va vous aider à trouver des projets crypto le plus vite possible, ça. C'est juste parce que j'ai envie de te parler du contexte de comment j'ai découvert ce projet-là et pour comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer dans d'autres domaines, en fait. Alors, je te remets dans le contexte. Je pense qu'on était en décembre, en novembre, en plein dans les débuts du bull run. Je venais de quitter mon taf et j'étais à fond dans les cryptos comme toi et on se passait des heures et des heures chaque jour à faire ça. Et un jour, je pense que c'était en décembre, juste un peu avant Noël, Uniswap a fait ce qu'on appelle un airdrop. Donc, il a distribué des tokens à tout le monde qui avait déjà utilisé le protocole Uniswap, qui avait déjà utilisé la plateforme. Et d'autres gens aussi qui remplissaient d'autres critères. Ça. Bref, en gros, moi, c'était la première fois, je pense, dans mon souvenir, que j'ai eu un airdrop d'une valeur considérable. On a tous reçu, je pense, 400 unis par adresse qui avait déjà fait des transactions sur Uniswap. Aujourd'hui, un uni égale, enfin, je ne sais plus exactement combien il est, mais il doit être entre 20 et 30 dollars, là, un truc comme ça. Donc, c'est des sommes considérables. Et donc moi, j'étais un petit novice dans la crypto. Je ne savais pas du tout d'abord comment est-ce qu'on faisait pour claim un airdrop, comment est-ce qu'on faisait, est-ce que je devais le vendre tout de suite ou est-ce que je devais le garder, etc. Donc, tu vois, toutes les questions me sont tombées dessus comme ça du jour au lendemain. Et j'étais sur un groupe crypto dans lequel tu es aussi. Et j'ai posé une question, il était, je pense, 2 ou 3 heures du matin. J'ai dit, qui peut m'aider? Qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois? J'étais en plein stress. Littéralement, je tremblais. Et là, il y a quelqu'un qui m'envoie un message sur WhatsApp en privé et qui m'explique tout. Il me dit, bah voilà, moi je vais garder, etc., patati patata. Et je commence à discuter avec lui. Et au fur et à mesure de la discussion, et c'est pour parler aussi quelque part de toutes ces fois où on rencontre des gens par pur hasard et encore par hasard encore plus monumental sur Internet, au fur et à mesure de la discussion, je découvre il m'explique qu'il est fondateur d'un site qui s'appelle Hot New Crypto et qui liste les projets crypto les plus early et les plus vérifiés de façon la plus vérifiée possible pour ne pas se faire rect, pour ne pas se faire tomber dans un piège, etc. et envoyer des fonds dans un truc qui n'existe pas. Bref. Et donc, on discute, etc. Il m'envoie plusieurs fois sa landing page, me demande de me faire des feedbacks. Donc, le type, il était vraiment dans l'itération. Et je pense qu'ils sont 3 à avoir fondé ce projet-là. Ils sont tous les 3 Anonymous. Donc, en gros, personne ne sait, sauf peut-être les gens qui ont creusé ou les gens qui le connaissent directement, personne ne sait qui sont ces gens-là. C'est même pas Anonymous, c'est Pseudominous. Donc, ils ont un pseudo. Et donc, moi, le gars à qui je parle sur WhatsApp, c'est par pseudo, je ne sais pas comment il s'appelle, etc. Et du coup, je trouve ça super marrant parce que c'est quelque part, c'est une expérience qui est tout à fait originale pour moi en tout cas, de parler à des gens sur Internet, de se rendre compte que d'abord ils sont super helpful alors qu'ils ne connaissent ni Dev ni Adam. Tu peux être un gros plouc au fin fond de la Bretagne et juste être là par hasard sur le groupe, il vient quand même t'aider. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, j'ai vu ce projet-là évoluer. Et ce projet-là a fait un peu de bruit récemment, le 19 avril, parce qu'au début, le projet était gratuit et ils viennent de passer en mode payant. Et ça coûte maintenant 2500 dollars mensuels pour accéder à cette communauté de gens très early sur la crypto. Et du coup, il y a eu un gros FUD sur Twitter. Les gens ont commencé à râler, etc. Il y a des copycats qui ont essayé de sortir, etc. Mais il s'avère qu'ils ont réussi à closer entre 50 et 100 personnes, on ne sait pas exactement combien, qui payent aujourd'hui 2500 dollars. Donc, si on prend le truc le chiffre le plus bas, disons qu'ils ont 50 customers qui payent 2500 dollars, ça leur fait 125 000 dollars par mois qui tombent juste sur un projet de leaderboard. Et je trouvais ça absolument génial de voir qu'il y a des mecs complètement de façon pseudominous qui arrivent à créer des business comme ça à partir de quasiment rien. J'imagine que j'ai pas une connaissance détaillée de leur bot, comment ils fonctionnent, où est-ce qu'il va chercher les informations, etc. Mais je pense qu'ils sont en train de vachement step up à ce niveau-là. Et donc, ils vont chercher sur Twitter, sur GitHub, peut-être bien sur LinkedIn, etc. Tu vois, j'en sais rien. Et peut-être qu'un jour, ils vont intégrer de la data on-chain, donc savoir combien de holders il y a, combien de gens vendent, etc. Tu vois, donc c'est vraiment, ils vont plutôt loin. Ils ont l'air d'être des grands makers, donc, enfin, en tout cas, des bons makers. Ils font des trucs concrets dans la vraie vie et ils arrivent à le vendre. Et je trouve ça génial. Et du coup, je vois plein de façons dont ils pourraient se monétiser. Donc, la première, ils ont fait payer les gens. Finalement, les gens qui payent 2500 dollars par mois, c'est qui? Ce sont
les crypto-millionnaires, entre guillemets, qui comprennent la valeur d'arriver très vite sur un protocole et qui sont prêts à prendre des risques relativement conséquents. Finalement, tu as un risque qui paye pour tous les autres risques qui ont foiré, comme partout. Et les autres, à mon avis, l'autre catégorie, c'est les fonds d'investissement, les VC, etc., qui se lancent dans la crypto, qui veulent découvrir des projets relativement tôt, être early même sur des sujets, sur des thématiques, etc. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, ça, c'est la version un peu B2C de leur projet. Mais moi, je vois très bien. En fait, j'ai l'impression qu'ils vont se positionner, s'ils sont bons, pour qu'à chaque fois que dans le futur, un projet crypto qui veut se lancer et qui est ambitieux, eh ben, à la place de créer un compte sur Twitter et de s'arrêter là et de faire du marketing sur Twitter, eh ben, ils vont dire, OK les gars, Hot New Crypto, faisons un deal en direct. On vous donne des tokens ou on vous paye un prix fixe en USD. Et vous allez parler de nous à votre audience qui est ultra qualifiée et qui en plus a énormément d'argent et qui est prêt à prendre des risques. Et en fait, tu vois, les gars, ils deviennent l'espèce de carrefour pour les futurs projets crypto qui pourraient se lancer dans le futur. S'ils sont bons, je pense qu'ils vont y arriver. En tout cas, inévitablement, ils ont plein de contacts avec plein de projets qui ne sont pas encore listés, qui n'ont même pas encore un compte Twitter. Donc, vraiment, ils sont vraiment dans un nœud d'information qui est super intéressant et à mon avis, ils vont pouvoir le valoriser de façon très, 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 très intéressante. Et du coup, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire ça pour d'autres sujets? Et là, je pense qu'on peut deviser tous les deux et essayer de trouver des idées. Mais moi, je me suis dit, OK, les commodities. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a des mecs qui sont investis dans les commodities, qui sont soit H24 devant des graphes, mais peut-être qu'il y a moyen de leur apporter une information différente. Je ne sais pas si l'adjectif early convient dans ce sens-là, dans ce cas-là, tu vois, mais imaginons que tu es un trader de cacao. Est-ce que tu pourrais pas avoir un leaderboard ou même un Telegram groupe, parce que ouais, ils ont aussi un Telegram dans lequel ils envoient toutes les infos, avoir un Telegram, un groupe WhatsApp, etc., où tu arrives à délivrer de l'information 100% data-oriented à ces gens-là et qui sont prêts à payer pour en fait avoir des notifications régulièrement qui leur dit OK, sécheresse, je sais pas dans quel pays on fabrique du cacao, tu vois, au Brésil par exemple, j'en sais rien. Des trucs vraiment de la data pure qui leur arrive directement, ils sont pas obligés d'attendre que ça apparaisse dans les journaux. Est-ce que tu as des idées? Il y a les métaux précieux, il y a le bois. Toi, je sais bien que tu connais pas mal d'histoires avec des marketplaces dans la vente de bois. J'ai trop envie de savoir comment ça se passe en ce moment avec le prix de l'explosion voilà. Mais pour le truc, pour l'idée d'un tool qui donne des insights divers et variés sur c'est très connu, hein. Données, ça se fait beaucoup en fait. Et tu as beaucoup de fonds qui ont des traders en interne et qui ont déjà ça en fait. Soit ils utilisent des outils qui existent. Tu vois, tu m'as parlé de météo. Je sais qu'il y a des boîtes qui vendent des insights météo avant que ce soit public et qui le vendent justement à des gens qui ont besoin d'avoir des insights de météo, comme des investisseurs qui se basent sur ces paramètres-là. Donc ça existe. Et il y en a beaucoup et ça fait beaucoup d'argent et c'est très souvent, c'est pas des trucs hyper sexy qu'on voit à la télé, mais ça existe, c'est pas un problème. Pour l'histoire du bois, écoute, moi pour le moment, j'ai plein de messages de beaucoup de personnes qui voient les prix des matières premières exploser. J'ai quelqu'un qui m'a dit que il avait il avait fait signer des devis pour des constructions dans des chantiers de bâtiments en 2020, pendant l'été 2020. Il n'a pas pu délivrer pour les raisons Covid. Et donc là, ils reprennent les délivrables, donc ils vont faire des constructions. Et le problème, c'est qu'entre-temps, ils n'avaient pas acheté les matières premières. Et maintenant qu'ils rachètent les matières premières, enfin maintenant ils achètent les matières premières pour bosser, ils se rendent compte que les prix ont fait plus 70%, plus 80%. Et j'ai d'autres personnes comme ça qui me pingent, qui me disent, tu sais, l'avoine est en train d'exploser, le machin est en train d'exploser. Donc en fait, tu as des... Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais en tout cas, tu as des matières premières qui sont en train de grimper en flèche et ça cause des vrais problèmes. Il y a dans des pays où on voit des choses qui commencent à disparaître des supermarchés parce que ça coûte trop cher d'acheter ça chez les fournisseurs. Je n'ai pas plus d'insight là-dessus, mais en tout cas, je sais qu'il y a des trucs qui bougent là. Il y a des matières premières qui montent et c'est pas bon signe, c'est jamais bon signe. Je pense pas que ce soit un cas isolé, je pense que c'est une tendance de fond et certainement pour la crise qui va arriver, quoi. Mais pour l'idée de la data, de la vente de data, en fait, de la vente de data, ça se fait beaucoup. Dans la finance, ça s'achète beaucoup parce qu'en fait, c'est crucial, parce que tu as des enjeux financiers énormes.
Tu vois, ça ne m'étonne pas que Onewed Crypto vende ça à 2500 euros à des crypto-millionnaires ou à des VC, ou à des fonds, parce qu'en fait, toute data qui peut te permettre de prendre une meilleure décision, elle n'a pas de prix, quoi. Elle n'a pas de prix, surtout dans la crypto. Alors, c'est encore pire dans la crypto. Et tu as plein de tools comme ça qui coûtent assez cher d'analyse de data. Donc, qui te push de la data ou alors qui analysent de la data à ta place. Dans la crypto, il y en a pas mal. Des trucs. Nonsen, par exemple, Ouais, Nonsen.ai, pour ceux qui veulent par aller exemple. voir, c'est vraiment pas Ouais, mal. C'est pas trop par cher. exemple. Et donc, il y a beaucoup de. Pareil, c'est pas. C'est vieux dans la finance traditionnelle, donc c'est évident dans la crypto, je pense. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils Ouais. rajoutent des données de social media, ce genre de choses, et ce qui est assez intéressant, quoi. En fait, on appelle ça le alpha trading, c'est avoir l'information la plus importante avant tout le monde pour pouvoir être, du coup, prendre une décision la plus éclairée possible avant tout le monde. Et du coup, je suis quasiment sûr qu'aujourd'hui, les outils qui sont utilisés dans les firmes qui traitent de l'avoine ou du riz, etc., ça ne doit pas être très up-to-date. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. Je me suis un peu renseigné ces derniers temps sur avec la flambée des prix des commodities. Je me suis renseigné sur les tools qui existaient pour renseigner les traders et pour renseigner les acheteurs directement en entreprise. J'avais notamment discuté sur un thread Twitter avec un VC qui investit beaucoup là-dedans. Et du coup, c'est intéressant. Je pense qu'il y a moyen d'informer les gens d'une façon un peu plus, euh, tu vois, un peu comme si c'était un flux et pas Mhm. forcément juste des graphes, etc. Parce que finalement, Hot New Crypto, à la fin de la journée, alors après, c'est dans le domaine des cryptos, donc c'est très data-orienté de base, etc. Ils font pas de la recherche, tu vois. C'est juste, ils font pointer des datas et ils arrivent à bien les présenter. Et après, il n'y a plus rien à faire, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Donc, c'est hyper intéressant. Il faut savoir aussi que ces trois jeunes, et le fait qu'ils soient pseudominus, c'est sous pseudonyme, je trouve ça génial. Et je pense qu'il y a au moins un Français dedans, parce qu'en tout cas, ils parlent français. Je sais pas, je trouve ça ouf que des gens arrivent à se sortir les doigts des fesses en plein dans le Covid pour faire des trucs qui sont complètement qui paraissent hors de prix de base et qui Mhm. arrivent à en faire un vrai business et qui se font remarquer très positivement, tu vois. Il y a beaucoup Mhm. d'initiatives dans ce sens-là. Et donc, voilà. Et je pense j'ai cru comprendre qu'ils allaient probablement. Un plan euh, réduit, là. ouais, C'est c'est ça? ça, un plan réduit. Ouais. Donc, c'est un plan réduit, voire un plan gratuit, mais avec, du coup, tu réfléchis à ce moment-là, j'imagine que tu dois réfléchir en mode tier 1, tier 2, tier 3. C'est ça. Le tier 1, il reçoit l'information le plus vite parce qu'il paye le plus cher. Le tier 2, il la reçoit un peu plus tard. Le tier 3, qui paye rien, bah, il la reçoit 6 mois après et finalement, il rachète le bac des autres, quoi. Exactement. Donc, c'est beau, beau, bien joué à eux et félicitations, je trouve ça vraiment cool. Grave. Et Grave, voilà, grave. c'était le petit sujet du jour. Cool. Mais ouais, vraiment, on en reparlera de ces airdrops parce que ça rend fou, hein, en vrai. Ouais. Moi, à Non, chaque non, fois, je mais deviens fou. moi, je voulais te parler d'une boîte. Alors, c'est une boîte dont tu as déjà entendu. Est-ce que tu connais Shein? Non, Shein. Non, juste, et tu n'as jamais entendu parler de cette boîte-là, Shein. Ça se prononce Shein. Bon. ah, mais Alors, oui, le truc de vêtements. ouais, c'est ça. Je sais pas, Ok, t'allais dire d'accord. comment? Shein. Shine. Shine. Moi, je le dis Shein. Je crois que ça se prononce Shein. Ok, J'ai regardé un peu la prononciation. Les gens disent Shein. Bon, j'ai ok, l'impression que ça se dit d'accord. Shein. En fait, je voulais te parler de cette boîte-là parce que cette boîte-là est très, très, très. Est un cas d'étude pour les VC et est un cas d'étude pour en fait les succès, les billion dollar companies, quoi. Mais de notre génération. Euh, je vais donner quelques chiffres de Shein et puis je vais donner l'historique et pourquoi Shein est une boîte incroyable. Donc Shein fait quoi? Shein vend des fringues. C'est un e-commerce qui vend des fringues, mais avec plein de nuances et de choses qui font que aujourd'hui, c'est un e-commerce c'est le e-commerce qui a la plus grosse croissance au monde. Ils ont fait en 2020 10 milliards de revenus de dollars. Depuis 8 ans, ils ont 100% de croissance chaque année. Mhm. Ils sont partout dans le monde, donc ils vendent partout dans le monde, sauf en Inde, car ils ont été bannis, comme plein d'autres choses. TikTok a été banni en Inde. Ils sont le numéro 1 de l'App Store dans la catégorie shopping. Ils ont le site qui a le plus de trafic au monde dans la catégorie fashion. Et on ne connaît pas les founders.
Il y a quelques photos de 3 Chinois autour d'une table et les founders n'ont jamais donné d'interview. Et on connaît leur visage, on connaît leur nom, enfin on estime leur nom, mais jamais d'interview, rien du tout. Je vais donner un peu l'historique de cette boîte. Donc cette boîte est créée en 2008. Et de 2008 à 2012, donc pendant 4 ans, elle était composée de 10 personnes qui étaient des spécialistes en SEO et qui vendaient des robes de mariée. Apparemment, il y avait une tendance en 2008-2012. Les États-Unis, il y avait une très forte demande de robes de mariée aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit avoir des liens démographiques ou je ne sais pas quoi. Il y avait une très forte demande de robes de mariée et on sait tous en quoi une robe de mariée, ça coûte un pont, alors que la réalité, c'est que ça ne coûte pas autant à produire. Et la Chine, ce qu'elle fait extrêmement bien, c'est de faire des produits pas chers. Donc, c'était un e-commerce qui se positionnait principalement au niveau du marketing sur le SEO et qui faisait produire des robes de mariée, avait des fournisseurs, ce n'était pas eux qui designaient les robes de mariée, ils avaient des fournisseurs en Chine de robes de mariée de qualité qui les revendaient aux États-Unis et se faisaient des grosses marges dessus. Ils ont fait beaucoup d'argent avec ça et en 2012, ils ont décidé d'agrandir la gamme de vêtements et d'aller de focus sur la gamme de vêtements pour femmes. Le business a continué à monter et en 2012, ils ont été un des premiers e-commerce au monde à faire de l'influencer marketing, c'est-à-dire de bosser avec des influenceurs pour faire la promotion de leurs vêtements. Donc en 2012, c'est-à-dire il y a 10 ans d'ici, il y a 9-10 ans d'ici. C'était les tout premiers commerçants à dire on va utiliser des influenceurs pour faire la promotion de nos produits. En 2010, en même temps, ils ont commencé à intégrer le design de leurs propres produits. Donc, ils vendaient des robes de mariée et une gamme de vêtements pour femmes. Ce n'était pas eux qui designaient leurs produits. Ils allaient simplement fournir dans des entreprises, chez des fournisseurs qui eux-mêmes designaient leurs produits. Et là, ils se sont dit, on va nous-mêmes créer nos propres gammes de produits qu'on va faire développer à nos fournisseurs. En 2014, leur plus grosse source de trafic, c'était Pinterest. Ils avaient réussi à devenir viraux sur Pinterest et pendant 2 ans, ils étaient viraux sur Pinterest et donc ils vendaient la blinde de fringues sur Pinterest. En 2015, ils ont rebrandé Shein. À la base, ça avait un autre nom. J'ai oublié le blaze, mais à la base, ça ne s'appelait pas Shein. Ils ont rebrandé Shein en 2015, donc il y a 6 ans d'ici. C'est là un peu que ça a boomé. Ils ont rebrandé Shein. Ils ont déménagé, c'est-à-dire qu'ils étaient une ville en Chine. Ils ont décidé de déménager toute l'équipe à Panyu. Et en fait, il y a eu un move assez conséquent qui est que tous leurs fournisseurs les ont suivis. C'est-à-dire que leurs fournisseurs étaient dans une autre ville en Chine. Ils ont décidé de les suivre pour pouvoir avoir une relation de travail plus conviviale et plus simple et plus fluide. Pour une raison, et ça a été un des éléments marqueurs de Shein, c'est que Shein était une des seules sociétés en Chine à payer à temps leurs fournisseurs. C'est-à-dire qu'ils payaient tellement à temps leurs fournisseurs que leurs fournisseurs leur ont dit « vous déménagez, on vous suit ». Ensuite, dans la même année, dans l'année de leur déménagement, Shein avait remarqué un problème, c'était qu'un des éléments qui ralentissait la production de vêtements, c'était le prototypage. Le truc, c'est qu'ils avaient des idées qu'ils mettaient sur papier, ils les envoyaient aux manufactures, les manufactures créaient des prototypes, leur envoyaient les prototypes, il y avait du ping-pong qui se faisait. Une fois que le prototype était validé, on faisait lancer la production chez les fournisseurs. Shein s'est dit, on va intégrer le prototypage, on va nous-mêmes faire les prototypes, et dès que le prototype est parfait, on envoie le prototype à la manufacture n'a qu'à délivrer. Ce qui faisait gagner du temps, de l'argent aux fournisseurs, mais en échange, donc en fait, là pour le coup, c'est un gain de la part de Shein, mais un coût de la part de Shein parce qu'ils vont devoir engager des gens et faire du prototypage, ce qui n'est pas leur métier de base. Par contre, en échange, les fournisseurs gagnaient du temps et de l'argent. Et du coup, le stream était beaucoup plus rapide. Tu recevais ton prototype. Et alors, le petit hack que Shein a eu et qui en fait est un peu son cheval de Troie, et tu vas aimer ça parce qu'on a parlé d'italique, en échange, les fournisseurs devaient utiliser le software de Shein. L'ERP de Shein. Donc ça, c'est en 2015. En 2015, Shein dit, fournisseurs, vous êtes venus chez nous, avec nous. On va vous faciliter la vie. On va vous fluidifier le taf en vous donnant un software qui va vous permettre, en temps réel, de voir ce qu'on fait et nos besoins. Et en échange, on va nous-mêmes prototyper. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est une boîte qui fait 10 milliards de revenus en 2020.
Et en fait, c'est connu pour être le mélange parfait entre Apple et Amazon. C'est-à-dire Apple, c'est-à-dire qu'ils ont une verticalisation de la production, et je vais te dire pourquoi après. Et Amazon, parce qu'en fait, ils ont les prix les plus bas du marché. Tu peux avoir un jeans à 9 dollars, une robe à 12 dollars, de qualité, et ils ont un customer support d'excellence. Ils ont apparemment un customer support qui est plus excellent qu'Amazon. Il faut le faire quand même, pour une boîte chinoise, en plus, pour se dire. Il y a d'autres astuces que Shein a mis en place. C'est qu'en verticalisant la production, en intégrant le prototypage en interne et en mettant un ERP en mettant un software dans les sociétés, Shein aujourd'hui peut, d'un design virtuel, avoir une ligne de production qui tourne sur un produit en 3 jours. Ce qui, normalement, dans le monde normal de la manufacture pour vêtements, c'est 3 semaines minimum. Donc, tous leurs autres concurrents ne savent pas. Ils ont une idée, ils ont une nouvelle chaussure, un nouveau jeans. Il leur faut 3 semaines avant d'avoir la première ligne de production suite à tous les échanges avec prototypes, etc. Shein le fait en 3 jours. En plus de ça, Shein est mobile first. C'est-à-dire que Shein a été développé en mobile first parce qu'en fait, ils voulaient cibler la génération Z. C'est vrai, quand je te dis, est-ce que tu connais Shein? Tu m'as dit, je ne sais pas, puis tu m'as dit, oui, j'ai vu. Mais ça ne m'aurait pas étonné que tu ne connaisses pas parce qu'apparemment, Shein est extrêmement connu dans la génération Z pour plusieurs raisons. En fait, ce qu'ils ont fait, Shein, c'est que ils ont des points de data. En fait, ils ont créé le premier e-commerce qui se base à 100% sur la data. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils captent tous les points de data in-app et hors-app possibles, inimaginables. Et en temps réel, par exemple, ils vont regarder les Google Trends, les trends sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont vraiment une équipe de data scientists qui regarde tous les streams de data qu'ils peuvent. Et c'est en fonction de cette data qu'ils développent des fringues en temps réel, en 3 jours. Et en fait, tu as des nouveaux produits tous les jours sur Shein. Et c'est des nouveaux produits qui s'écoulent comme des petits pains. Parce qu'en fait, ils sont basés sur des datas que Shein capte. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas un designer chez Zara qui se dit tiens, on ferait bien ce nouveau design parce qu'il y a 1 an, j'ai vu que la mode, c'était ça et peut-être que ça va revenir cet été. Non, non, en temps réel, Shein a la data et sait te dire que dans une semaine, tout le monde va vouloir porter ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contacter tous les influenceurs sur ce sujet et on va leur envoyer les prototypes qui sont bien. Et en plus de ça, on va lancer la ligne de production en 3 jours. Et dans tous les cas, ça va se vendre comme des petits pains. Un autre avantage, c'est que dans l'ERP qu'ils ont envoyé à leurs manufactureurs, les manufactureurs ont toutes les datas que Shein capte. Les visites en temps réel sur les pages produits, les ajouts au panier, les paniers abandonnés. Les manufactureurs ont cette data-là et Shein a un algo dans son ERP qui peut dire au manufactureur, lui donner une provision de quand est-ce qu'il doit allumer ses machines et les éteindre en fonction de la data captée en live 24 heures sur 24 sur leur site. C'est ouf, degré de transparence. Incroyable, incroyable. Un autre avantage de Shein, c'est qu'en fait, ils ont repris tous les codes de l'app mobile. Dans l'app mobile, tu as un système de gamification et de reward. Quand tu fais des choses, quand tu achètes des fringues, quand tu crées ton profil, quand tu mets ta photo, quand tu ajoutes ton panier, tu as des rewards dans l'app. Et ces rewards-là, tu peux les utiliser pour des discounts, pour faire plein de choses. Donc, ils ont vraiment intégré la gamification de l'utilisation en fait de Shein. Et en fait, pour les gens qui connaissent son mobile, Shein, c'est l'exemple de e-commerce qui n'est pas qu'un e-commerce. En fait, il le compare à TikTok. Il y a beaucoup de personnes qui comparent TikTok à Shein parce que dans Shein, tu as un fil d'actualité où les gens peuvent se prendre en photo avec les fringues Shein qu'ils ont, les publier sur un fil d'actualité. Et toi, dans ton fil d'actualité, tu ne vois que les fringues, enfin les comptes et les photos des gens qui ont fait ces photos, que des fringues que toi, tu serais prêt à porter. Parce qu'en fait, ils font leur IA te fait de la recommandation de fringues. Alors, on a tous vu la recommandation de fringues sur des e-commerce. On a tous vu comme c'est dégueulasse. Maintenant, imaginez que vous avez TikTok et vous avez que des fringues que vous pourriez porter. Parce qu'en fait, Shein a des datas hors app et in-app et il sait exactement ce que vous voulez porter. Tu en parlais l'autre jour dans le podcast en plus de cette idée-là. Social TikTok pour les vêtements. Ouais, vas-y. Et en fait, le truc, c'est que leur IA est ultra puissante parce que vous avez tous vu des systèmes de recommandation, mais vous savez tous en quoi les systèmes de recommandation sont nuls. Par contre, vous savez tous en quoi l'IA de recommandation de TikTok est la meilleure aujourd'hui existante. TikTok est connu pour avoir le fil d'actualité le plus personnalisé au monde. Et en fait, l'avantage de Shein, c'est qu'ils sont en Chine
et que les apps telles que Alibaba, AliExpress et TikTok ont été développés en Chine. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du recrutement agressif de growth engineer, de data engineer chez TikTok et chez Alibaba. Donc, tu as plein de mecs qui ont bossé sur l'algo de TikTok qui aujourd'hui bossent sur le fil d'actualité de Shein. Tu as plein de mecs qui ont bossé sur le système de recommandation chez Alibaba qui aujourd'hui bossent sur Shein. Ils ont aussi les meilleurs profils growth mobile, comme je le disais, ils ont les meilleurs ingénieurs, mais ils ont aussi les meilleurs growth mobile de toutes les boîtes connues, consumer de Chine, TikTok, Alibaba et autres. Et je voulais parler de ces boîtes parce que c'est incroyable. La boîte est en train de dominer le monde du e-commerce. C'est une boîte inconnue par beaucoup de personnes. Par contre, toute la génération Z connaît, et génération Z est un peu plus haut. Pour donner un exemple, j'étais en train de préparer ce truc sur Shein et j'ai ma copine qui me dit, c'est drôle, j'ai une amie qui m'a envoyé justement un article Shein et m'a dit de regarder. Et sur TikTok, perso, j'ai commencé à chercher le hashtag Shein. Et par exemple, le hashtag Trends in Shein, il y a même Shein qui met en avant des hashtags. Ils te poussent à utiliser des hashtags sur TikTok, et si tu le fais, tu as des rewards dans l'app. Enfin, tu vois, ils vont super méga loin, tu vois. Et donc, tu peux regarder un peu qui sont les gens qui deviennent ouf de Shein et en quoi ils kiffent ça. Il y a même des mèmes maintenant sur TikTok, je sais pas si tu as déjà vu. Apparemment, les maillots Shein pour les meufs sont très sexy. Et du coup, tu as plein de TikTok de meufs qui disent, des mèmes, des espèces de tendances sur TikTok où tu as les meufs qui disent oh là là, ma mère va me voir avec un Shein, ou mon mec quand je lui dis que je vais mettre un Shein cet été, ou des trucs comme ça. Donc ils ont carrément réussi à créer cette putain de tendance sur TikTok et sur les réseaux. Et ils font aussi du personal shopper et du live shopping sur Shein. Donc, quand tu te balades, tu as des lives où tu peux regarder des meufs comme toi en train d'essayer des fringues. Je voulais juste te parler de cette app, de ce e-commerce qui apparemment est en train de devenir un géant. C'est déjà un géant, mais en train de bouffer tout sur le sujet des fringues. Et c'est super intéressant parce que on avait parlé d'Italique. Tu vois qu'eux aussi l'ont fait, ils ont intégré tout ça. Et le trade-off qu'ils ont fait en disant on fait le prototypage in-house et vous en échange vous utilisez notre tool, et qu'avec leur capacité de captage de data, ils arrivent à avoir un ERP en fait qui est d'une précision et d'une puissance incroyable, et jusqu'au point où ils arrivent à envoyer de la data en live aux usines pour leur dire arrêtez la production ou lancez une production. Et du coup, tu as même un article qui parle de ça, où tu vois tu vois sur les pages produits en live le nombre de stocks qui ne dépasse jamais un certain nombre, quoi. Et en fait, le mec a des insights, le mec qui a écrit l'article a des insights, et il sait qu'en fait, quand ça dépasse une certaine barre, l'ERP envoie un signal à la manufacture pour dire produit, relance la machine, tu vois. C'est incroyable. Enfin, ils sont à un niveau de précision et de puissance que personne n'a. Et cette boîte est créée en 2008 quand même. Tu as déjà 14 ans, c'est ça? Je ne suis pas mauvais, 13 ans. Déjà 13 ans. C'est pas Les mal. bonnes choses prennent du temps, mais c'est ouf. Les bonnes choses prennent du temps. Ça vendait des robes et c'était des experts SEO. Donc, comme quoi, on peut commencer avec un e-commerce qui vend des robes pour marier et en finir avec une boîte qui fait 10 milliards de CA en 2020, quoi. À tous les experts SEO qui nous écoutent et qui seraient sur le fil cette année, ne désespérez pas. Même si vous ne vendez pas votre prochaine prestation SEO à un type, vous trouverez peut-être un moyen de faire de l'argent en faisant un e-commerce. C'est génial. Ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est d'avoir pris le risque de prendre le prototypage in-house, parce que moi, dans le peu d'expérience que j'ai avec le prototypage sur des objets physiques, c'est très, 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 très compliqué. Et en général, en fait, c'est juste que les gens ont du mal à communiquer, ils ont du mal à se comprendre. Alors là, ils parlaient les deux parties parlaient chinois, mais dans la plupart du temps, quand tu es une partie étrangère qui est dans le schmilblick, c'est encore plus compliqué. Mais du coup, en fait, la partie prototypage, il faut en fait super bien connaître les machines de l'usine, il faut aussi super bien connaître les techniques de production pour ne pas demander un truc qui est complètement hors sol, tu vois. Et donc, ça veut dire que probablement qu'ils ils ont recruté une équipe de ouf en fait, pour rendre le prototypage hyper carré chez eux, en interne, avant de l'internaliser concrètement et d'enlever cette charge à leurs producteurs. Et je trouve ça génial aussi
le fait de la transparence avec le producteur. Enfin, tu vois, si le producteur peut savoir le add to cart, etc., c'est ouf. Ça veut dire qu'il joue le long terme avec eux. Et, euh, et l'histoire de payer ses fournisseurs quasiment day Attends. one, là, je trouve ça, mais enfin, c'est tellement un Apparemment, sujet. c'est un vrai problème. Apparemment, Ouais. j'ai vu ça. Apparemment, c'est un Partout, gros dans toutes les problème en industries. Chine. Mais en Chine, apparemment, il y a un vrai truc en mode disrespect, je te paye en retard. Et là, en fait, c'était une des seules boîtes qui les payait à temps. Et du coup, ils se sont dit, bah, on va vous suivre. Si vous nous promettez de continuer à nous payer à temps, évidemment qu'on vous suit, quoi. Parce que pour nous, Mhm. c'est de l'eau bénite, quoi. Euh, Je me demande, les producteurs, les manufacturiers pour Shine, si Shine est leur unique client ou pas. Tu vois, il doit y avoir moyen enfin, j'imagine que c'est pas facile à découvrir, mais je me demande si, genre, c'est des faux indépendants ou si c'est juste des usines qui sont externalisées et les mecs sont maîtres chez eux. Mais à la fin de la journée, ils ont que Shine comme client. Enfin, Shine, comme tu dis. Chine, ouais. Moi, j'ai toujours entendu dire Shine. Enfin, bon, Je bref. sais pas. Peut-être que Euh, je non, me mais tu as trompe. sans doute raison. J'imagine que tu as vérifié ça Mais non, c'est ouf c'est ouf et c'est encore une fois tendance de verticalisation, d'essayer d'intégrer un maximum de choses en interne pour pouvoir contrôler toute la chaîne. C'est ultra dur. C'est les Chinois, ils sont déter, ils l'ont fait. Ils ont dû avoir une force de recrutement incroyable. Euh, ça doit être, enfin, tu vois, quand tu entends tout ça, tu te dis putain les mecs, c'est un vrai empire quoi. Est-ce que tu sais si C'est le RP est payant ou s'il l'offre? Je sais pas, aucune idée ça. Aucune Ok. idée. Aucune idée, aucune idée. Et du coup, en fait, c'est une boîte qui fait des produits pas chers, de qualité, avec un customer support de qualité, et en fait, toujours dans la tendance. C'est ça leur truc. C'est des vêtements pas chers, toujours dans la tendance. Genre, tu vas pas avoir des trucs ringards. Tu seras en temps réel, tu auras les tendances du moment, tu vois. Hmm. S'il y a Nicki Minaj qui porte des Crocs roses, je sais pas si tu as vu ce truc-là, Nicki Minaj dans un clip a porté des crocs roses et il y a une explosion de vente de crocs roses dans le monde. Hmm. Et donc, eux, c'est le genre de data qu'ils captent. S'ils voient Nicki Minaj capter des crocs roses dans un clip, en temps réel, en 3 jours, ils peuvent te dire crocs roses, 9,99$ livrés en 2 jours. Quoi. Euh, et alors que, tu vois, si jamais tu veux te dire, OK, vas-y, on part sur les crocs roses, il te faut 3 semaines. Soit tu vas chercher un fournisseur qui a les crocs roses déjà en stock. Le problème, c'est que tu vas lui vider son stock assez vite parce que c'est en train de boomer. Ou alors, toi-même, tu te dis, on va avec nos propres usines le faire, mais du coup, ça te prend 3 semaines. Là, les mecs, en 3 jours, ils l'ont fait. Et c'est ouf. Incroyable. Belle Euh, trouvaille. Tu linkeras à l'article ou Ouais, je vais linker Ok. l'article. Il est ultra complet. Il est très long. Il donne plus de détails que ce que j'ai dit là. Il y avait beaucoup plus de détails. Mais vous verrez, il y a par exemple, ils n'ont pas cherché à communiquer. En fait, Chine ne fait pas de. Quand tu es une boîte, peu importe la boîte que tu es, à un moment de croissance, tu fais du corporate. C'est-à-dire que pour différentes raisons, raisons de financement, raisons politiques, tu as en interne des gens qui vont s'occuper du corporate, rencontrer des hommes politiques, rencontrer les autres acteurs, les autres géants dans ton industrie. Donc, voilà, quand tu as une certaine taille, tu fais plus que vendre des sandwichs, tu fais aussi discuter avec le lobby du truc, du machin. Eux, ils ont refusé de faire ça pour se focus que sur leurs produits. Après, c'est la Chine. Hein. Ouais. Voilà. Ils ont refusé de faire ça. Par contre, ils faisaient des ads sur des journaux en ligne que des hommes politiques liseraient fréquemment pour faire connaître Chine. C'est hyper enfin, vous irez lire, le papier est hyper intéressant. Kiffe cette boîte. Enfin, je le kiffe quoi. Donc j'ai téléchargé l'app juste pour juste pour vivre l'expérience quoi. Et c'est cool, c'est mobile first, hein. Tout est là quoi. Tout est là, tout est là. Et Cool. 13 ans de in the making. Ça abusé. Franchement, Que 13 ans. j'adore. Enfin, moi je trouve que c'est Ouais. que 13 ans. C'est là que je me dis putain, ça va Ah, vite. ouais, ouais. Oui, alors dans l'industrie classique, c'est pas beaucoup. Dans l'industrie de la tech, etc., 13 ans, c'est long, quoi. Il Ouais, n'y a pas c'est beaucoup de long. boîtes qui vont jusqu'à 13 ans. Ouais, exactement, c'est ça. Mais par contre, pour faire ce qu'ils ont fait, 13 ans, c'est fast quand même. Et du coup, et tu sais s'ils gagnent de l'argent ou pas? Euh, Enfin, est-ce qu'ils sont rentables? je suppose, j'ai pas les pourcentages de rentabilité, mais je vois pas pourquoi ils ne le seraient pas. Ouais, Parce que avec s'ils des décident milliards juste de de CA. scaler.
Ils ont levé. Ils ont levé Ok. récemment. Ils ont levé avec, si je ne me trompe pas, Sequoia et Tiger. Tiger qui a un nouveau fonds, entre guillemets, un fonds assez géant qui est au même niveau que Sequoia. Et ils ont levé 500 000, ils ont levé 500 millions en 2019, si je ne me trompe pas. Et en 2020, ils ont relevé un montant Non non déclaré. donné et Ok. avec des investisseurs non déclarés aussi. Ok. Euh, donc voilà. Bon, Belle j'ai trouvaille. pas d'autres Bravo. sujets. J'ai pas d'autres sujets. Je sais pas toi, mais sinon je te laisse vaquer à tes occupations. Oui, pas, Euh, pas d'autres sujets aujourd'hui, mais j'en ai des bons qui arrivent là, tu vas kiffer. cool, cool, cool. Bah écoute, je te laisse. Kiffe de la piscine et du beau temps et on se voit bientôt. Merci pour l'affichage. Ciao, ciao. Allez, ciao.